ce que je crois, c'est que le refroidissement dont on parle entre Washington et Jérusalem, c'est un léger refroidissement. Bien entendu, ça n'est pas la chaleur bouillonnante des relations entre Netanyahou et Donald Trump, mais il n'empêche que les deux pays restent alliés, profondément alliés. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région. Eh bien, nous analysons aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler l'aggravation du contentieux diplomatique entre Washington et Jérusalem, notamment autour de deux grands dossiers complexes, celui du nucléaire iranien et aussi le serpent de mer du dossier palestinien. Avec nous en ligne depuis Paris pour aborder ce dossier, le professeur André Caspi. André Caspi, bonjour et shalom. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire des États-Unis. À ce titre, vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur ce pays, dont le dernier paru en 2019 s'intitule « La nation armée ». Alors rentrons dans le vif du sujet, professeur Caspi. Alors que les pourparlers de Vienne entre l'Iran et les pays occidentaux menés par les États-Unis sont censés reprendre le 29 novembre, c'est-à-dire presque dans quelques jours, il semble y avoir de l'eau dans le gaz entre Israël et son grand allié américain, entre autres parce que l'on redoute à Jérusalem, dans l'establishment de la défense, que comme le président Joe Biden semble vouloir se débarrasser de cet encombrant dossier qui semble lui coller aux mains, les termes du nouvel accord qui pourrait être négocié à Vienne soient encore pires pour la sécurité de l'État juif que ceux de l'accord de Vienne du 14 juillet 2015, qui fut dénoncé, rappelons-le, en 2018 par l'administration Trump. Est-ce que c'est aussi votre avis à quelques jours de la reprise de ces pourparlers ? Oui, moi je pense qu'il y a entre les États-Unis et Israël, non pas une aggravation des relations, mais qu'il y a certainement quelque chose qui ressemble à de la tiédeur. Ça n'est plus la chaleur qui avait marqué les relations entre Donald Trump et Netanyahou. En ce moment, entre Biden et Bennett, c'est revenu, si vous voulez, à un niveau inférieur par rapport à ce que c'était avant. Bon, alors pourquoi ? Je crois que ça tient tout d'abord au fait que les objectifs des États-Unis sont quand même très très simples, si l'on peut dire, à exprimer, mais très complexes à mettre en œuvre. L'objet, comment on pourrait dire, les États-Unis sont obsédés aujourd'hui par la concurrence avec la Chine. Le problème essentiel pour les États-Unis, ce sont les relations avec la Chine, que ce soit des relations économiques, stratégiques, maritimes, politiques, intellectuelles, culturelles, bref, tout un ensemble de relations qui font que aujourd'hui, les États-Unis pensent avant tout à leurs relations avec la Chine. Et, en ce qui concerne le Moyen-Orient, à leurs relations avec l'Iran. Et vous l'avez très bien dit, la prochaine négociation avec les Iraniens correspond à quelque chose que Joe Biden imagine depuis longtemps, c'est-à-dire le retour aux accords de 2015, tandis que pour les Israéliens, c'est évidemment le contraire de ce qu'ils souhaitent pour leur propre sécurité. Et il faut ajouter à cela que d'abord, il y a eu la débandade américaine en Afghanistan, ça c'était au mois d'août, et d'autre part, il y a la prochaine sortie définitive ou non des Américains de l'Irak. Ce qui veut donc dire que le sentiment que l'on peut avoir les choses de loin, c'est que les États-Unis se désintéressent de plus en plus du Moyen-Orient. Et bien entendu, cela accroît les craintes des États arabes. Alors ça ne veut pas dire que Washington va renoncer aux accords d'Abraham, ça ne veut pas dire que Washington va retirer son ambassade de Jérusalem, mais ça veut dire simplement que il y a quand même un problème qui perturbe les Américains de l'administration Biden, c'est le conflit palestinien, c'est-à-dire qu'ils reviennent toujours à cette idée qu'il faut deux États. Alors évidemment, deux États, oui, à condition qu'il y ait un négociateur de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et cela veut dire que pour ces Américains, Israël ne fait pas exactement ce que l'on pourrait attendre de cet État qui est si proche des États-Unis, mais qui est en même temps indépendant, qui est de plus en plus
de plus en plus fort, pourrait-on dire. Oui, justement, à ce propos, professeur Caspi, sont parus en ce début de semaine plusieurs articles dans la presse nationale israélienne citant des sources américaines autour donc du président et du secrétaire d'État Blinken, disant que condamnant ou critiquant l'éventualité, déjà corroborée par le passé, mais des interventions à la fois militaires et cybernétiques israéliennes contre les installations iraniennes ou la présence iranienne ici ou là, en Syrie notamment, en disant qu'elles étaient nuisibles assez pour parler, ce à quoi c'est pourquoi je vous posais la question, non pas que les choses s'enveniment, mais quand même le ton un petit peu se durcit entre Jérusalem et Washington, parce que à ces assertions, Jérusalem a répondu en disant qu'il y allait de la sécurité de l'État d'Israël, de mener sa politique indépendamment, si vous voulez, des remarques américaines. Donc il y a ces dernières 48 heures, il semble que le thermomètre soit encore monté à ce niveau-là. Oui, mais il y a encore une autre dimension que nous n'avons pas citée. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'États arabes ont peur que les États-Unis quittent le Moyen-Orient ou s'y intéressent beaucoup moins qu'ils ne l'ont fait précédemment. C'est ce qui explique, par exemple, que le secrétaire à la Défense, général Austin, est allé faire un tour dans les pays arabes pour les rassurer en leur disant « Non, nous ne partons pas ». Parce que si ces États arabes ont peur que les États-Unis s'en aillent, ils vont chercher un accommodement avec les Iraniens. C'est-à-dire qu'au fond, ça remet en cause d'une certaine façon les accords d'Abraham, non pas d'une manière définitive et éclatante, mais cela veut dire qu'il y a une moindre confiance de la part des États arabes à l'endroit de Washington. Et il faut ajouter un point qui n'est pas sans importance, c'est que le Parti démocrate, qui est le parti de Joe Biden, est extrêmement divisé. Il y a une aile gauche qui milite en faveur des Palestiniens. Il faut bien comprendre cela. Ça veut donc dire que Joe Biden n'est pas dans la situation de Donald Trump. Bien entendu, il ne va pas complètement oublier les grandes décisions qui ont été prises par son prédécesseur, mais il n'est pas en mesure, pourrait-on dire, d'agir comme le faisait Donald Trump, parce que il a la perspective de ses relations avec la Chine, parce que il souhaite un accord avec l'Iran, le fera-t-il, réussira-t-il, je n'en sais rien, et parce que aussi il y a cette perspective des relations avec les États arabes et avec les Palestiniens. Tout cela, en somme, constitue un ensemble extrêmement complexe. Voilà, et on va en reparler d'ailleurs des Palestiniens. On a à peu près le temps de l'aborder. Justement, pour approfondir un peu par rapport à ce dossier iranien, qui est quand même très délicat, il y a 3 mois, lorsque nous nous sommes entretenus sur ce sujet, au mois d'août, il semblait que l'administration Biden, et notamment son secrétaire d'État, dont je viens de parler, Anthony Blinken, avait quelque peu durci le ton face à Téhéran cet été et se trouvait presque sur le point d'imposer un deadline à l'Iran pour conclure un nouvel accord. Or, justement, du temps a passé depuis, et ce durcissement momentané du ton des Américains n'a en rien poussé les mollahs iraniens à assouplir leur position, bien au contraire, comme vous le savez, tout en empêchant systématiquement les équipes d'inspecteurs onusiens de l'Agence internationale à l'énergie atomique de visiter leurs sites nucléaires suspects. Eh bien, les Iraniens exigent avec arrogance la levée inconditionnelle des sanctions économiques et financières imposées par les États-Unis, et surtout, ils poursuivent leurs préparatifs nucléaires illégaux au regard de l'accord de Vienne, d'enrichissement d'uranium à 60%, tout en fabriquant à la chaîne des missiles balistiques lourds capables de transporter partout des ogives nucléaires. Alors, n'est-on pas, selon vous, j'essaye on n'est pas Madame Soleil dans cette émission, mais on essaye de deviner qu'est-ce qui pourrait se passer dans quelques jours. On n'est pas, selon vous, à la veille d'un coup de théâtre à Vienne, lors donc de ce prochain round des négociations, où l'Amérique serait en passe de tout lâcher et de tout consentir aux Iraniens afin d'en finir avec ce dossier, ce qui obligerait d'ailleurs en retour Israël à devoir agir seul au plan militaire si Téhéran franchissait bel et bien le seuil nucléaire. Est-ce qu'on ne va pas avoir un coup de théâtre dans les jours qui viennent ? Écoutez, moi je ne suis pas capable de prévoir l'avenir, puisque en tant qu'historien, tout ce que je prévois c'est le passé. Mais il n'empêche que
il est évident que c'est un danger. C'est un danger possible pour le Moyen-Orient dans son ensemble et pour Israël en particulier. Et on comprend que dans cette perspective-là, les Israéliens soient particulièrement attentifs et considèrent que la diplomatie du président Biden pose à leurs yeux un problème particulièrement grave. Mais ce que je crois également, c'est que Israël continue à avoir de très forts soutiens aux États-Unis. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait une rupture entre les Israéliens et les Américains. Depuis déjà des décennies et des décennies, le principal soutien dans le monde de l'État d'Israël, ce sont les États-Unis. Par conséquent, même si Joe Biden est sensible à l'influence de son aile gauche, même s'il croit dans une sorte d'illusion qu'il peut négocier avec les mollahs iraniens, il n'empêche que, dans l'ensemble, les relations entre Israéliens et Américains, elles existent. Donc, ça n'est pas une rupture qu'il faut craindre, mais c'est peut-être un refroidissement, c'est-à-dire quelque chose qui nous surprenne par rapport à l'enthousiasme qui existait au temps de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'au fond, ce ne sont plus simplement deux alliés qui marchent la main dans la main et qui, en somme, font exactement ce que l'un décide et que l'autre applique, mais ce sont quand même des alliés, mais des alliés qui prennent leur distance, qui poursuivent chacun leurs intérêts. Alors, l'intérêt des Israéliens, c'est évidemment qu'il n'y ait aucune avancée de la part des Iraniens sur le plan de la construction d'une arme nucléaire. Et l'intérêt des Américains, c'est malgré tout de se débarrasser un peu de ce problème du Moyen-Orient, parce que, je le répète, la priorité des priorités à Washington, ce sont les relations avec la Chine. Alors, pour terminer sur ce dossier iranien, avant d'en passer aux Palestiniens, les Américains répètent sans cesse que tout en se montrant disposés, comme on le voit, à négocier avec les Iraniens, ils n'excluent pas d'autres options. Ils l'ont rappelé ces derniers jours, entre autres militaires. Mais vous qui connaissez bien Joe Biden et son entourage actuel et les gens les plus influents autour de lui, est-ce que vous pensez que ces menaces verbales peuvent être prises vraiment au sérieux ou ne s'agirait-il pas en fait une sorte de poudre aux yeux d'une simple tactique américaine avant même cette relance capitale des négociations à Vienne dans quelques jours? Non, écoutez, je suis persuadé que les Américains ne veulent surtout pas intervenir militairement au Moyen-Orient. Déjà, au temps de Donald Trump, il y avait de très fortes réticences à l'égard de toute expédition militaire. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que les Américains, en particulier Joe Biden, se soient quittés en toute hâte l'Afghanistan dans les conditions qu'il est inutile de rappeler parce que ça ressemble véritablement à une débandade. Donc ça veut dire que pour les Américains, surtout pas de nouveaux conflits au Moyen-Orient. On peut compter, pense-t-il, on peut compter sur les Israéliens pour envoyer des missiles, pour bombarder quand c'est nécessaire, pour en somme aider à cette négociation contre les Iraniens, mais surtout pas de la part des Américains. Non, une intervention militaire, je n'y crois absolument pas. Ok, alors autre dossier, non moins complexe et sophistiqué à l'ordre du jour de ce contentieux, c'est, vous le rappeliez déjà, le dossier palestinien à propos duquel l'administration Biden a envoyé ces dernières semaines certains signaux inquiétants à Jérusalem, d'abord en insistant pour qu'Israël consente à rouvrir le consulat américain à Jérusalem, alors qu'il existe déjà dans la capitale israélienne, tout le monde le sait, une ambassade inaugurée par l'administration Trump et qui fonctionne en bonne et due forme. Ce serait d'ailleurs, soit dit en passant, le seul consulat américain dans une ville où existe déjà une ambassade des États-Unis. Alors, mais n'est-ce pas là une manière de signaler à l'autorité palestinienne que Washington serait prêt à rediviser la ville dans le cadre de négociations sur le statut final des territoires disputés, en faisant demain de la partie est de Jérusalem la pseudo-capitale d'un futur et très éventuel État palestinien ? Est-ce que vous pensez vraiment que les Palestiniens sont en état de négocier? D'ailleurs, quels Palestiniens? Est-ce que c'est les Palestiniens de Ramallah? Est-ce que c'est les Palestiniens de Gaza? Je crois que les uns
cherche à prendre la place des autres, et d'un autre côté, je ne vois pas très bien quelle est l'influence que peut avoir sur l'ensemble du mouvement palestinien les Palestiniens de Ramallah. Donc, en fin de compte, le geste des Américains à Jérusalem me semble davantage destiné à satisfaire l'aile gauche du Parti démocrate que j'évoquais tout à l'heure, plutôt qu'à résoudre le problème palestinien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Anthony Blinken lui-même ne parle bien entendu de la solution par deux États, mais cela fait partie, si vous voulez, des traditions, ça fait partie en somme de ce que l'on répète depuis des dizaines d'années, mais dont on ne voit pas le début du commencement. Absolument. Sujet connexe de mésentente entre Israël et les États-Unis, c'est la poursuite des constructions juives dans les territoires disputés. Ainsi a-t-on vu lors de ces 3 derniers mois l'administration Biden protester fermement auprès d'Israël après chaque annonce faite à Jérusalem que le gouvernement israélien autorisait plusieurs tranches de construction dans les territoires disputés et autour de la capitale. Et ce, pour faire face à la croissance démographique naturelle des populations juives, dont les taux de natalité, soit dit en passant, dans ces mêmes zones, ont largement dépassé les taux de natalité arabo-palestiniens. Alors, est-ce que c'est à nouveau des sons de cloche classiques, ou est-ce qu'il n'y a pas à nouveau des signaux un peu tendus envoyés à Jérusalem ? Vous savez, ce que redoutent avant tout les Américains, et particulièrement Joe Biden et son entourage, ce serait le retour éventuel de Netanyahou. Autrement dit, soutenir Bennett, c'est beaucoup plus commode que de voir revenir au pouvoir Benjamin Netanyahou. Par conséquent, leur intérêt, c'est évidemment de protester, mais la protestation ne va pas déboucher sur autre chose. Elle ne va pas déboucher sur un boycott, elle ne va pas déboucher sur je ne sais quelle mesure autoritaire à l'encontre d'Israël. Donc tout cela, en somme, ce sont, si je peux dire, des mouvements qui sont destinés à l'opinion publique. Je crois que c'est plus de la communication que d'une véritable action sur le terrain. Alors, autre et ultime, si j'ose dire, sujet de discorde entre Washington et Jérusalem, c'est celui des réfugiés palestiniens. Et là, il y a un climat qui s'est trouvé corroboré par une prise de position à l'ONU, puisque voilà 2 semaines, et pour la première fois depuis 6 ans, les États-Unis n'ont pas voté contre et se sont même abstenus dans le vote d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, adoptée à une écrasante majorité, menée par le fameux bloc des pays arabes alliés depuis des décennies, d'ailleurs à celui des pays non alignés, comme on dit, une résolution qui exigeait le retour des réfugiés palestiniens. Bon, à savoir entre 1,5 million et 2 millions de personnes, ni plus ni moins, selon les chiffres toujours gonflés de l'UNRWA, l'agence onusienne aux réfugiés palestiniens, et donc le retour des réfugiés, non pas seulement dans les territoires de l'autorité palestinienne, mais dans l'ensemble du territoire israélien, ce qui signifierait la fin de l'existence d'Israël en tant qu'État juif. Et là, c'est tout de même un signal un peu inquiétant. Alors, c'est l'administration démocrate menée par Joe Biden, vous le disiez, et donc son Parti démocrate. Évidemment, c'est pas l'administration républicaine de Trump, mais là, quand même, il y a un switch qui pourrait lui aussi inquiéter Jérusalem. Oui, mais vous croyez vraiment à l'existence d'un bloc arabe ? Il y a vraiment un bloc arabe ? Vous pensez que les sunnites et les chiites sont prêts à s'unir ? Mais cette résolution, elle a été adoptée à l'ONU de manière... Mais est-ce que c'est la première des résolutions adoptées par l'ONU ? Certainement pas. Bon, alors, est-ce que c'est la dernière ? Certainement pas. Autrement dit, laissons l'ONU agir comme l'ONU a envie de le faire. Ça fait partie, si vous voulez, là encore, des grandes déclarations publiques. À quoi cela correspond, et sur le terrain, je ne vois vraiment pas les changements que cela peut provoquer. Mais encore une fois, ce que je redis, c'est que il s'agit pour les Américains de soutenir Bennett plutôt que Netanyahou, et dans une certaine mesure, d'obtenir de Bennett quelques concessions, mais ça ne va pas très loin. Ce que je crois, c'est que le refroidissement dont on parle entre Washington et Jérusalem, c'est un léger refroidissement. Bien entendu, ça n'est pas la chaleur bouillonnante
des relations entre Netanyahou et Donald Trump, mais il n'empêche que les deux pays restent alliés, profondément alliés, et leurs intérêts correspondent, non pas totalement, ça je ne dirais pas cela, mais leurs intérêts correspondent pour une large part de leur politique étrangère. Alors pour terminer, vous l'avez déjà évoqué en filigrane tout au long de notre entretien, mais je reviens sur la situation au sein du Parti démocrate. Finalement, on en est arrivé à se demander où se trouvent les modérés démocrates, parce que ceux qui mènent la danse et ce dont tient compte le président et son entourage, ce sont plutôt les gens de l'ultra-gauche de ce parti. Et comment les choses vont-elles se développer? Est-ce qu'on va aller vers une fuite en avant à ce niveau-là? Bon, vous savez, le Parti démocrate est en effet divisé. Joe Biden est l'élu centriste, et comme tous les centristes, il doit tenir compte des extrêmes. Alors, il n'y a pas d'extrême droite au Parti démocrate, il y a une extrême gauche, comme vous l'avez rappelé. Cette extrême gauche est bruyante, elle a une sorte d'électorat qui lui est tout dévoué. Mais d'un autre côté, si ce ne sont pas les démocrates qui sont au pouvoir, ça voudrait dire le retour des républicains. Et dans ce cas-là, il est évident que les démocrates feront front contre les républicains, et quelle que soit d'ailleurs la politique israélienne de Joe Biden. Eh bien, je vous remercie André Caspi, professeur André Caspi, pour cet entretien qui nous a permis de rentrer un petit peu dans les détails. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé, et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt et à la semaine prochaine.